Merci. Et bonjour à tous et à toutes. Donc, bonjour à tous et à toutes. À l'ouverture de cet événement, mardi, M. Hakim, ici présent, il nous a posé deux questions. Sommes-nous tous intelligents et est-ce qu'on est intelligent ou est-ce qu'on le devient? Et ben, j'ai envie de répondre, ça dépend. Ça dépend de notre définition de l'intelligence et ça dépend de notre perception de l'intelligence. Et à mon tour, je vais vous poser une question à M. Hakim aussi. C'est quoi la chose la plus intelligente que vous avez faite dans votre vie? C'est compliqué de répondre, justement, et si je pose la question à toutes les personnes ici présentes dans la salle, je vais avoir tant de réponses que de personnes présentes, justement parce que notre perception, elle est propre à chacun. Et le débat Smart Enterprise, il est assez intéressant parce qu'on va voir la perception, justement, de chacun. Donc, je suis Mouchia Al-Abidi et je suis experte et consultante en intelligence artificielle. Et aujourd'hui, je peux passer beaucoup d'heures à vous définir ce que c'est l'intelligence artificielle, ce que c'est le machine learning, l'apprentissage supervisé, non supervisé, les réseaux de neurones, le deep learning. Mais je ne vais pas le faire pour deux raisons. La première raison, c'est que les speakers d'hier l'ont très bien fait. Et la deuxième raison est que l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est plutôt de partager avec vous mes retours d'expérience autour de l'intelligence artificielle et de vous raconter, j'espère, de belles histoires. Mais avant ça, je vais vous demander quelque chose. Si je vous dis que notre capacité à apprendre de notre environnement, de notre entourage, de nos expériences vécues, notre capacité à analyser des situations, à observer et à prendre des décisions est une forme d'intelligence. Vous serez peut-être d'accord avec moi. Donc pour moi, l'intelligence artificielle, c'est inspirée de cette capacité-là et elle vient la compléter et l'augmenter. C'est-à-dire qu'on sait déjà analyser des situations, on sait déjà a priori prendre des décisions. Mais ces outils-là, ils vont nous faciliter cette tâche et ils viennent l'augmenter. Donc on parle aujourd'hui d'intelligence augmentée, on parle d'individu augmenté et on peut parler d'entreprise augmentée. Donc qu'est-ce que c'est l'entreprise augmentée? Pour moi, c'est trois leviers. Un, c'est un business model augmenté. C'est une offre augmentée et puis c'est un collaborateur augmenté. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, les entreprises peuvent générer des nouveaux revenus et donc de transformer leur business model. Elles peuvent aussi proposer à leurs clients des nouveaux services, à fidéliser leurs clients et à leur proposer une expérience client inédite et personnalisée. Le domaine des banques est un très bon exemple, mais je ne vais pas citer des exemples parce que j'imagine que les speakers après moi ils vont citer des exemples et après on a eu beaucoup d'exemples autour de la banque ces deux derniers jours. Et donc moi je vais vous parler de deux domaines, le retail et l'agriculture. Pourquoi ces deux domaines-là? Parce qu'actuellement je suis en train d'accompagner deux petites startups en Tunisie qui travaillent sur ça. Donc dans le retail, on est en train de développer des solutions qui sont basées sur ce qu'on appelle la reconnaissance d'image et qui permettent de fluidifier et de personnaliser l'expérience d'un client. On parle du magasin du futur. C'est-à-dire quand vous êtes dans le magasin, ces solutions de reconnaissance d'image, ils vont détecter qui sont les gens qui sont dans le magasin. Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des femmes? C'est quoi la moyenne d'âge? Est-ce qu'ils sont contents ou pas? Et on va faire de la publicité ciblée, c'est-à-dire que les panneaux d'affichage, ils vont changer le produit qu'ils affichent en fonction de la clientèle présente dans le magasin. Ces mêmes solutions peuvent être aussi utilisées pour optimiser le temps d'attente dans les caisses, et c'est un vrai problème dans les magasins. Donc, ces solutions permettent de savoir exactement combien de personnes sont dans la caisse, s'ils sont contents ou pas, d'envoyer l'information à la personne qui gère ça pour ouvrir une caisse et pour anticiper ça. Il y a aussi des solutions d'analyse prédictive pour gérer le stock dans les magasins et répondre à la demande du client à temps. Et les exemples sont différents. La deuxième start-up, c'est une start-up dans l'agriculture, une jeune start-up, très jeune, ça fait 1 ou 2 ans, ils sont à l'état de prototypage et ils développent une solution qui permet de faire de l'irrigation automatique et de l'irrigation intelligente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculteur, il a besoin d'une solution pour faciliter son travail, mais aussi pour optimiser la quantité d'eau.
donc cette solution, elle va se baser sur des informations sur la météo, sur le type de sol, sur les types de plantes et proposer une irrigation intelligente. Ce que j'ai remarqué, c'est que les entreprises, dans leur transformation digitale, sont beaucoup focalisées et concentrées dans un premier temps sur l'expérience client. Et aujourd'hui, il est temps de se concentrer sur l'expérience collaborateur. Parce que ce collaborateur, il est un peu perdu dans cet écosystème qui change tout le temps et il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'outils qui vont lui permettre d'augmenter ses capacités. Et c'est pour ça que je parle d'un collaborateur augmenté. Bill Gates, en 2018, il a dit que le développement de l'intelligence artificielle signifie tout simplement que la société, elle est plus productive en fournissant moins d'efforts. Et bien, je vais prendre les mêmes paroles et les appliquer à un collaborateur. Et bien, un collaborateur, le développement de l'intelligence artificielle va lui permettre d'être plus productif en fournissant moins d'efforts. Et comment? C'est en lui fournissant des outils qui vont lui aider à se concentrer sur son corps de métier et de le décharger des tâches répétitives chronophages. Donc ces outils, ça peut être intégré dans des nouvelles méthodes de travail, des outils d'aide à la décision, des outils de pilotage de performance et des outils d'automatisation de process, par aujourd'hui d'intelligent process automation. Et les exemples sont plusieurs, mais je vais parler des sujets, des projets sur lesquels j'ai travaillé. Donc on parle par exemple de l'industrie. Un ouvrier ou dans l'industrie, il passe 90% de son temps à régler des machines et sur des tâches sans valeur ajoutée. Si on il reste 10% du temps pour se concentrer sur leur cœur de métier. J'ai travaillé sur un projet dans l'industrie automobile, sur une chaîne de production de pièces. Les ouvriers avaient pour tâche de détecter les défauts mineurs sur les produits, de noter ça sur un cahier et à la fin de leur poste, d'aller saisir ça dans le logiciel métier. Alors souvent, ou ils oublient de noter, ou alors de saisir, et très souvent, on ne trouve pas le cahier. Donc du coup, c'était vraiment voilà, une tâche très fastidieuse pour eux. Et donc l'idée, c'était quoi? C'était d'équiper les ouvriers de casques. Donc l'ouvrier, quand il est sur la chaîne, il va décrire le défaut qu'il voit en temps réel et on utilise des solutions de ce qu'on appelle du speech de texte. Donc tout ce qu'il dit l'ouvrier est transformé en texte et il est envoyé automatiquement au logiciel dédié. Un autre exemple dans la médecine, donc aujourd'hui, les médecins généralistes y consacrent plus de 17% de leur temps pour des tâches administratives. Et ils se plaignent, et c'est normal. Donc du coup, des solutions de transcription médicale peuvent les aider. Aujourd'hui, quand le médecin vous reçoit, il passe au moins 10 minutes avec vous à vous poser des questions sur votre âge, vos antécédents, etc. Et puis à la fin, il passe autant de temps pour écrire son compte rendu. Et bien si on offre au médecin une solution pour qu'elle transcrit tout ce qu'il dit dans une sorte de compte rendu, cette compte rendu ensuite elle est envoyée automatiquement au médecin, au patient et à la secrétaire pour qu'elle prévoie si besoin un prochain rendez-vous. Les exemples sont multiples, mais tous ces outils-là n'ont aucun sens, n'ont vraiment aucun sens si on ne part pas du principe qu'il faut sensibiliser, qu'il faut former les collaborateurs, qu'il faut les accompagner pour prendre en main ces outils et surtout les intégrer dès le début du projet. Si vous prenez un technicien qui s'occupe d'une machine, ben, il a ses propres outils. Disons qu'il a un fichier Excel avec plein de fenêtres avec lequel il travaille dès le début de son parcours professionnel. Il le connaît par cœur, il connaît toutes les fenêtres par cœur. Si vous arrivez du jour au lendemain et vous dites bah, vous n'utilisez plus ce fichier, mais il y a un logiciel de maintenance prédictive qui va vous aider, et bien croyez-moi, il aura beaucoup de résistance à ce changement. L'idée, c'est vraiment de l'accompagner et de le sensibiliser avant de lui proposer ces nouveaux outils. J'ai eu l'opportunité d'accompagner plusieurs clients dans des secteurs différents et ici dans ce diapo j'ai essayé de synthétiser les différents use cases en fonction des secteurs. On voit que l'intelligence artificielle elle est partout, elle est dans tous les secteurs sont touchés, mais cette diapo c'est juste tout pour vous dire que le degré de maturité des secteurs il est différent d'un secteur à un autre et d'un pays à l'autre. Par exemple en France,
Français ont pris beaucoup d'avance par rapport à l'éducation. Tout à l'heure, je discutais avec monsieur et il me dit qu'en Tunisie, ce n'est pas le cas, c'est plutôt l'agriculture qui est aujourd'hui en avance par rapport aux autres. Donc, ça dépend des secteurs, ça dépend de leur degré de maturité. Et puis, le deuxième message que j'ai envie de vous faire passer, c'est s'il vous plaît, ne faites pas de l'IA pour de l'IA. Faites pas de l'IA parce que c'est un buzz, parce que tout le monde en parle, ou parce que vos concurrents le font, ou parce que vous voulez communiquer sur le sujet. Quand j'accompagne les clients, la première question que je pose, c'est pourquoi vous voulez vous lancer dans cette aventure-là. Et quand la réponse c'est mon concurrent le fait, ou alors j'ai envie de communiquer, et ben, je suis certaine que le besoin n'est pas encore identifié. Et je passe beaucoup de temps à identifier ou alors à créer le besoin, parce que c'est là où on va trouver une vraie valeur ajoutée à ces nouvelles technologies. Ben, mon objectif aujourd'hui, c'est de partager avec vous mes retours d'expérience, et donc j'ai choisi 3 projets coup de cœur. Les projets coup de cœur sont autour de la Smart Building ou du Smart Workplace. Bon, j'ai utilisé le mot Smart, mais voilà. Du coup, le premier projet, c'est un projet de date de cette année, 2019, et c'est un espace de travail qui est à Milan, en Italie. L'idée de ce projet, c'était de montrer que la technologie, elle peut être au service du collaborateur, qu'elle peut être invisible et non envahissante. C'est un espace de travail qu'on a créé et qu'on a imaginé avec les collaborateurs. Par exemple, les couleurs que vous voyez ici, des salles de réunion, des bureaux, des espaces collaboratifs ou du restaurant, elles ont été choisies suite à une étude psychologique avec les collaborateurs. Tous les services dans cet espace sont connectés et orchestrés et personnalisés. Si par exemple vous arrivez dans une salle de réunion, celle-là elle va changer de couleur, votre PC va être automatiquement connecté aux différents écrans et avant la fin de la réunion, ben, les lumières vont clignoter pour vous demander de prévoir le départ. Mais toutes les données sont collectées pour vous proposer des nouveaux services et personnaliser les services. Si vous avez l'habitude de tous les jeudis entre midi et 2 d'aller faire du sport, l'application elle va vous envoyer une notification pour vous rappeler qu'il faut aller faire du sport. Toutes les données sur les réservations des salles et des espaces sont collectées et offertes à des modèles de machine learning. Pourquoi? Pour optimiser l'espace. C'est-à-dire si on voit qu'il y a des salles de réunion qui ne sont pas utilisées, et ben, l'algorithme il va vous proposer de les transformer par exemple à des bureaux. Donc l'idée de ce projet, c'est vraiment de montrer que grâce à la technologie, on peut avoir des expériences personnalisées. Quand vous arrivez dans ce lieu-là, vous devez faire l'enregistrement la veille et vous recevez un QR code sur votre téléphone. Dès que vous passez la porte, vous êtes identifié et votre parcours est personnalisé si vous êtes un visiteur, un partenaire ou un collaborateur. Mon deuxième projet coup de cœur, c'est ce bâtiment. Et il a été réalisé en 2017, ce projet. C'est un des bâtiments les plus performants en Europe. Alors, et il est à Lyon. Donc, alors, comme tout bâtiment à énergie positive, ce bâtiment il est très performant en termes d'enveloppe énergétique et il subvient à ses propres consommations énergétiques. Alors, bien sûr, tout le monde pensait qu'il est super intelligent. Et la vérité, elle était différente. Ce bâtiment il était un peu bête en termes de pilotage énergétique. C'est-à-dire quoi, pour vulgariser, c'est que tous les étages étaient chauffés de la même façon. Qu'on est au rez-de-chaussée ou au 7e étage orienté sud, le chauffage était la même, la stratégie de chauffage était la même. Ce qui se passe, c'est qu'on avait d'abord des consommations énergétiques importantes. Deux, le confort thermique, il n'était pas au rendez-vous parce que pendant la période de mi-saison, il y avait des gens qui ont froid, d'autres qui ont chaud, mais surtout, le technicien qui gère ce bâtiment, il était sollicité tout le temps. On a chaud, on appelle le technicien, on a froid, on appelle le technicien et il était obligé de venir tous les jours, surtout les lundis, pour régler automatiquement le chauffage. Régler automatiquement du chauffage dans un bâtiment où on a communiqué qu'il est intelligent, c'est un vrai problème. Du coup, on a travaillé sur ce projet et l'idée c'était de mettre en place des algorithmes de machine learning. Ces algorithmes, ils vont faire quoi en fait? Ils vont modéliser chaque zone et chaque étage du bâtiment pour
prédire leur comportement thermique et proposer un chauffage personnalisé pour chaque étage. C'est-à-dire que le rez-de-chaussée sera plus chauffé de la même façon que l'étage 7 orienté sud, parce que chacun a ses propres caractéristiques. À la fin de ce projet, on a réalisé 30% d'économie d'énergie. 30% d'économie d'énergie sur un bâtiment qui est à la base performant. Le contrat de reconduite de ce bâtiment, il était reconduit, le contrat d'exploitation, il était reconduit. Le confort thermique, il était amélioré, mais surtout, le technicien, il était ravi, parce que du coup, il n'est plus sollicité et il a pu se focaliser son vrai métier, qui est de participer à l'optimisation encore de ce bâtiment. Troisième projet et dernier projet, c'est des outils de suivi intelligent d'un parc de bâtiments. Mettez-vous à la place d'un ingénieur efficacité énergétique qui doit faire le suivi de 300 bâtiments. Il arrive, il a ses outils et du coup, il doit regarder bâtiment par bâtiment si tout va bien, il doit calculer ses indicateurs énergétiques, etc. Imaginez le temps qu'il lui faut pour faire ça. L'idée, c'était de proposer, de travailler sur des outils qui vont collecter les différentes données de ce parc de bâtiments et d'utiliser des outils de machine learning pour faire de clustering. C'est quoi? C'est de diviser les bâtiments en familles selon leur performance énergétique, leur consommation énergétique. Donc imaginons, on a 300 bâtiments, on les a divisés en 6 familles. Après, chaque bâtiment qui va faire une déviation par rapport à sa famille, il est identifié et il est notifié et une notification est envoyée à l'ingénieur efficacité énergétique et il va se concentrer sur ce bâtiment-là. Donc c'est un gain de temps et un vrai gain d'énergie aussi, parce que les algorithmes derrière, ils vont même aller plus loin et proposer à cet ingénieur des optimisations, parce qu'ils vont comparer ce bâtiment qui n'a pas les bonnes performances à un autre bâtiment qui est performant de la même famille. Ils vont lui proposer à l'ingénieur des vraies optimisations. En 2012, je suis arrivée dans une chaufferie en Alsace, dans le nord de la France, avec mon PC, pour tester des algorithmes que j'ai développés pendant 3 ans dans le cadre de mon doctorat. Donc, sur la chaufferie, j'arrive, j'installe mon PC, je le connecte aux automates et je commence à faire quelques tests pour gérer les moyens de production. Il y avait 2 techniciens et un des techniciens me demande c'est quoi votre projet. Donc je lui explique que je développe des algorithmes de machine learning pour prédire la consommation de réseau de chaleur et anticiper le fonctionnement de moyens de production. Et donc il me répond en fait à la fin de votre thèse, si vos algorithmes marchent, on est viré. Et je réponds ça ne sera pas pour demain, je pense que vous êtes ici au moins jusqu'à la retraite. On est 2019, les 2 techniciens ils sont toujours dans la même chaufferie, ils n'ont pas bougé. Tout ça pour vous dire que pour moi, l'intelligence artificielle, elle ne va pas remplacer des métiers, elle va plutôt les transformer. Je vais vous parler de Human Brain Project, qui est un projet européen qui regroupe 112 laboratoires de recherche avec $1 milliard de budget. Et l'objectif de ce projet, c'est de simuler d'ici 2024, c'est très proche, le cerveau humain. Aujourd'hui, les scientifiques ont réussi à simuler ce verre qui a 302 neurones et 5500 liaisons synaptiques. Est-ce que vous savez, le réseau humain, il y a combien de neurones dans le réseau humain? 100 milliards. Entre 50 et 100 milliards de neurones et 10 à la puissance 16 liaisons synaptiques. Donc on est trop loin des 305 neurones et 5500 liaisons synaptiques. Pour simuler le cerveau humain, il faut des supercalculateurs de 10 à la puissance 43 d'opérations par seconde. Aujourd'hui, les supercalculateurs, ils ont capacité de 10 à la puissance 16. Ils arrivent à leur limite. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a l'informatique quantique qui arrive. Ben, je suis d'accord, mais je vais répondre comme j'ai répondu aux techniciens, ça ne sera pas pour demain. Pour moi, si je compare notre intelligence et nos capacités aux capacités de la machine, ben, on voit très bien que l'être humain, il est encore en avance par rapport à l'agilité physique, par rapport aux émotions, au raisonnement généraliste, à la traduction et au langage. La machine, oui, elle est plus forte que nous en termes de calcul et de mémoire.
C'est d'ailleurs pour ça qu'AlphaGo, il a gagné Sidon. Pas parce qu'il est plus intelligent, mais c'est tout simplement parce que c'est un calculateur qui est fait pour ça. C'est un calculateur qui est capable de faire des milliers d'opérations par seconde. L'être humain le plus doué, il fait quelques opérations par seconde. Et puis si on voit la vision, on voit que les machines, elles font pareil que l'homme, voire des fois supérieur. On voit très bien ça dans le domaine de la radiologie. La seule différence, c'est que moi, quand je montre l'image d'un avion à mon fils qui a 2 ans et demi, je lui montre l'image 2 fois. Ensuite, il est capable de connaître les avions sur toutes leurs formes, dans le ciel, dans un magasin de jouets, à la télé. À chaque fois qu'il voit un avion, il dit maman, avion. Pour un algorithme de machine learning, il lui faut des milliers des images, en plus qu'il faut qu'on fasse la labellisation en avant. Donc vous voyez bien la différence. Pour moi, l'intelligence artificielle, elle ne va pas remplacer l'être humain, elle est là pour l'aider et c'est à nous de définir ce qu'elle va faire. Monsieur, tout à l'heure, il m'a raconté une blague que j'ai bien aimée. Quelqu'un qui m'a dit l'intelligence artificielle, elle va vous dépasser, elle va vous remplacer. Il a dit, bah, je vais juste débrancher le fil. Et bien justement, on peut juste débrancher le fil. Les vraies problématiques liées à l'éthique, pour moi, c'est pas est-ce que la machine elle va remplacer l'homme. C'est plutôt des problématiques liées au biais des algorithmes. Et j'ai posé la question hier à un intervenant ici. Aujourd'hui, les machines ou les machines d'intelligence artificielle, ils utilisent nos données. Et nos données, ils comportent quoi? Nos émotions, nos stéréotypes de race, de sexe. Nos données, ils reflètent que nous sommes en fait. Et les machines, ils peuvent reproduire ces stéréotypes-là. Par exemple, Microsoft, il a mis, je pense en 2016, un chatbot sur Twitter qui s'appelle Time. Et Time, au bout de quelques heures de discussion avec des adolescents, il a tenu des propos racistes et Microsoft a été obligé de le retirer. Un deuxième exemple, des logiciels qui aident l'arrache à sélectionner des CV. Je suis désolée monsieur, mais c'est le cas. Et ben, il va proposer des postes de direction, de DSI pour les hommes, mais quand vous êtes une femme, il va vous proposer des postes de support, d'être secrétaire ou d'être dans la RH. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le nombre de femmes dans le numérique, il est très très faible. Je discutais hier avec Hayden et il m'a dit que combien le pourcentage, je te laisse le dire. Voilà, 20%. Dans le monde, c'est 13% de femmes qui sont dans la direction DSI. Et si on ne fait pas face à ces billets, ben, le nombre, il ne va pas augmenter. J'ai encore quelques minutes ou pas? Du coup, peu importe, si vous êtes femme ou homme, si vous êtes DSI, et que vous ne faites pas de l'intelligence artificielle aujourd'hui, sachez que vos concurrents, ils sont en train de le faire. Et que ça doit être une source de préoccupation. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le vice-président de recherche chez Gartner. Aujourd'hui, 37% d'entreprises utilisent de l'intelligence artificielle et le nombre il a augmenté de 270% ces 4 dernières années. Et vous avez un vrai rôle à jouer. Parce que vous pouvez être le moteur et une force de proposition. Vous êtes un observateur et pilote qui pouvez expérimenter ces nouvelles technologies chez vous, dans votre direction. Vous êtes aussi un créateur de synergie, parce que vous êtes un partenaire des métiers et des directions d'exécution. Et surtout, pour moi, vous êtes le soldat. Vous êtes celui qui va garantir la viabilité industrielle des solutions, leur intégration dans le système d'information et les cybersécurités. Donc, messieurs et dames, même si vous êtes minoritaires, vous êtes un vrai rôle à jouer aujourd'hui dans ces nouvelles technologies. Et enfin, pour finir et pour dédramatiser, l'intelligence artificielle, en fait, ce n'est que ça. Mais que ça, c'est des lignes de code sur un Python ou sur un autre logiciel. Et si ça n'est pas couplé à notre intelligence émotionnelle, collective, humaine, et des fois il suffit juste du bon sens pour réussir ces projets, et ben, il n'y a aucune valeur ajoutée. Et juste un dernier message et je finis. Pour réussir ces projets, il faut préparer les enfants et les élèves qui sont aujourd'hui dans les écoles et les universités. C'est eux les futurs managers et c'est eux les futurs experts. Donc j'ai appris le premier jour qu'il y a une école d'intelligence artificielle à Dakar. J'espère qu'il y en aura d'autres en Tunisie, en Algérie, au Maroc, dans tous les pays africains. Mais surtout, j'espère que ces experts, ces managers, ils
ils auront l'opportunité de rester ou de revenir dans leur pays pour participer à son développement et au développement de leur continent. Et merci pour votre attention. Merci à vous. Je vous fais déjà. Merci à vous. Merci beaucoup.